Marchez dans n'importe quel supermarché et prenez une boîte de petits beurre lus. Ce rectangle dentelé est entre vos mains. Autrefois, ces biscuits jaillissaient d'un palais industriel herculéen en plein centre de Nantes. Des milliers d'ouvriers, une architecture colossale et un empire familial inébranlable qui écrasait toute concurrence. Puis, coupez le son. Le vide total. Les immenses murs de briques ont été pulvérisés. L'usine a été fermée, démantelée et rasée par les pelleteuses de la finance moderne. L'âme ouvrière a été vendue, transférée et digérée par des multinationales lointaines. Comment un symbole aussi immortel peut-il trôner dans toutes nos cuisines alors que le berceau charnel qui l'a forgé a été méthodiquement rayé de la carte? Chapitre 1. Le vide au cœur de Nantes. Aujourd'hui, marchez dans n'importe quel supermarché en France. Allez directement dans le rayon des biscuits. Vous la verrez immédiatement. Une boîte rectangulaire, rouge et blanche. À l'intérieur repose le petit beurre lu. Les clients prennent ces boîtes par milliers chaque jour. Ils les jettent dans leur chariot, ils les ramènent chez eux. Ils les ouvrent pour le goûter des enfants ou pour accompagner un café. Le geste reste banal, mécanique, profondément ancré dans le quotidien. Ce biscuit existe partout. Il semble éternel. Mais ce biscuit ment. Il cache une absence gigantesque. Il porte un nom, des initiales, qui ont perdu leur maison d'origine. Pour comprendre cette absence, vous devez quitter les néons clignotants des supermarchés. Vous devez voyager vers l'ouest, jusqu'à la ville de Nantes. Marchez vers le centre de la ville. Dirigez-vous vers le canal Saint-Félix, là où l'eau rencontre le béton urbain. Placez-vous sur le quai. Regardez autour de vous. La ville moderne vit à son rythme habituel. Les tramways glissent lourdement sur les rails d'acier. Les voitures circulent dans un flux constant et bruyant. Les passants marchent rapidement vers la gare ferroviaire ou retournent vers les bureaux du centre. Personne ne s'arrête vraiment. Au milieu de cette activité ordinaire, un bâtiment attire l'œil, impossible à ignorer. C'est une tour. Une tour isolée, peinte avec éclat en bleu, rouge et or, couronnée d'un dôme ajouré et délicat. Les habitants l'appellent simplement le lieu unique. Aujourd'hui, c'est un centre d'art et de culture. Les gens franchissent ses portes pour voir des expositions d'art contemporain. Ils s'assoient au bar pour boire un verre après le travail. Ils écoutent de la musique en direct. Ils rient, ils discutent, ils vivent l'instant présent. Pourtant, cette tour ne devait pas se tenir seule. Elle regarde un vide écrasant. Elle reste là, amputée de son corps. Regardez l'espace immédiat autour de cette tour solitaire. Observez les vastes immeubles résidentiels aux façades géométriques, les bâtiments de bureaux froids, les rues bitumées, les places minérales, tout cela transpire la modernité récente. Fermez les yeux, effacez ces constructions urbaines. Forcez votre esprit à recréer ce qui existait. Autrefois, à la place de ce vide banal, se dressait un monstre magnifique, un palais industriel aux proportions herculéennes. La tour qui subsiste aujourd'hui possédait une sœur jumelle identique, reliée par un bâtiment central imposant. Derrière ces deux sentinelles s'étendaient des hectares de bâtiments en briques rouges massives. Des dizaines de cheminées perçaient le ciel et crachaient une fumée continue, signe d'une production incessante. Ce n'était pas juste une simple usine de quartier. C'était une véritable ville dans la ville. C'était la maison mère sacrée de Lefebvre-Utile. C'était le cœur battant, le muscle principal de l'Empire Lu. Autrefois, cet endroit ignorait totalement le silence. Dès avant l'aube, le quartier résonnait sous le piétinement lourd de milliers d'ouvriers et d'ouvrières convergeant vers les grandes portes. Le claquement des sabots, le roulement sourd des charrettes tirées par des chevaux, puis plus tard, le rugissement des camions de livraison rythmait chaque heure de chaque journée. À l'intérieur des murs de briques, la mécanique dominait tout. Les immenses pétrins métalliques grondaient, les tapis roulants claquaient sans fin, les fours crépitaient à des températures infernales. Et surtout, par-dessus tout ce vacarme industriel, une odeur régnait. Une odeur chaude, lourde, sucrée. Une odeur puissante de beurre cuit au four et de pâte dorée qui s'échappait des aérations et enveloppait les rues de Nantes au gré du vent. L'usine nourrissait la ville physiquement et économiquement. L'usine définissait l'identité même de la ville. Aujourd'hui, vous respirez l'air du canal et vous ne trouvez plus aucune trace d'odeur de beurre. Vous écoutez la rue et vous n'entendez plus aucun bruit de fours industriels. Vous regardez le trottoir
et vous ne voyez plus le balai des ouvriers fatigués changeant de quart. Il ne reste qu'un vaste espace vide, comblé par une urbanisation normale qui a tout avalé, digéré et effacé. La disparition physique frappe par sa brutalité absolue. Quand une industrie meurt, elle laisse souvent un cadavre derrière elle, une carcasse rouillée, des murs abandonnés couverts de lierre, des vitres brisées offertes au vent, une ruine qui témoigne silencieusement du passé. Mais ici, à Nantes, les forces économiques ont accompli leur travail d'effacement jusqu'à la toute dernière brique. Elles n'ont pas seulement fermé l'usine, elles l'ont pulvérisée. Les pelleteuses ont abattu les grands murs, les grues ont arraché les charpentes d'acier, le sol même a été nivelé, nettoyé, de, purifié de son passé ouvrier. Le palais entier a été rasé sans pitié. La mémoire physique a été broyée pour faire place nette au profit immobilier. Seule la tour de gauche a survécu à ce massacre architectural. Elle se dresse aujourd'hui comme une pierre tombale isolée. Un rappel silencieux, coloré mais profondément tragique, d'une époque définitivement révolue. Elle regarde fixement l'endroit exact où sa jumelle se tenait autrefois. Elle contemple le goudron sous lequel reposent les fondations où des millions de biscuits sortaient des chaînes de production chaque semaine. Comment une destruction d'une telle ampleur arrive-t-elle ? C'est la question implacable que pose ce vide urbain. Le Petit Beurlu reste le biscuit le plus célèbre, le plus vendu, le plus consommé de France. Il incarne un monument intouchable de la gastronomie populaire. L'entreprise qui l'a imaginé a dominé son marché de manière écrasante pendant plus d'un siècle. Elle a généré des fortunes colossales pour ses dirigeants. Elle a exporté son nom, son savoir-faire et ses boîtes métalliques dans le monde entier. Elle a construit la plus belle usine de son temps, un joyau d'architecture et d'efficacité. Elle possédait absolument tout pour durer éternellement. Pourtant, l'usine a disparu. L'empire familial s'est effondré de l'intérieur, rongé par de nouvelles règles du jeu. L'outil de production historique a été démantelé pièce par pièce. L'âme du biscuit a été mise aux enchères, vendue, rachetée, revendue encore, et finalement transférée très loin de sa terre natale. Le carré dentelé que vous mangez aujourd'hui n'entretient plus aucun lien physique avec le Grand Palais de Nantes. Il est devenu un produit globalisé, fabriqué dans la froideur de l'anonymat industriel, portant un nom glorieux qui a perdu son lieu d'origine et son sang. La disparition du site historique de LU ne relève d'aucun accident. Elle ne résulte pas d'un malheureux coup du sort ou d'une fatalité inévitable. Elle représente une exécution méthodique et calculée. C'est l'histoire d'une collision extrêmement violente entre le temps long, patient, de l'industrie familiale, et le temps court, affamé, de la finance mondiale. C'est l'histoire classique d'une marque devenue beaucoup trop grosse pour ses propres créateurs. C'est le récit tragique d'un succès phénoménal, qui a fini par se retourner contre lui-même et dévorer ses propres fondations de briques et d'acier. Pour comprendre les mécanismes précis qui ont permis cet effacement complet, vous devez arrêter de regarder les chiffres d'affaires récents. Vous devez cesser d'écouter les discours lisses des multinationales actuelles. Vous devez retourner en arrière, loin en arrière, bien avant les grandes délocalisations, bien avant les rachats hostiles, bien avant même la construction du palais gigantesque et de ses 2 tours. Vous devez revenir au moment exact où le temps, les mathématiques et l'ambition totale ont fusionné dans l'espace réduit d'un petit atelier nantais. Vous devez remonter à la naissance d'une idée fulgurante, une forme simple qui allait construire un empire monstrueux, avant que cet empire ne soit réduit à néant. L'histoire de LU ne commence pas avec l'arrivée des pelleteuses destructrices. Elle commence avec un acte de création obsessionnel et minutieux. Elle commence en 1886. Chapitre 2. La formule du temps. L'année 1886 fige une époque charnière. Nantes vit au rythme trépidant de son port. Les grands navires marchands déchargent le sucre des colonies. Les épices embaument les quais pavés de la Loire.
La ville respire le commerce international et l'industrie naissante. Dans ce tumulte urbain, la boulangerie artisanale de la famille Lefebvre-Utile occupe une place respectée. Jean-Romain Lefebvre et Pauline-Isabelle Utile ont fondé la maison 40 ans plus tôt. Ils ont bâti une réputation solide basée sur la qualité pure. Ils fabriquent des biscuits fins pour la bourgeoisie locale. Ils vendent leurs produits dans une belle boutique élégante rue Boileau. Mais l'histoire bascule véritablement avec leur fils. Louis Lefebvre-Utile prend les commandes de l'entreprise. Il possède un esprit fondamentalement différent de celui de ses parents. Ses parents travaillaient comme des artisans méticuleux, concentrés sur la vitrine de leur rue. Louis, lui, pense comme un architecte industriel. Il regarde loin, au-delà des limites de la ville de Nantes. Il observe le marché national et international. À cette époque, les biscuits anglais dominent les tables bourgeoises de France. Les usines britanniques produisent en masse grâce à la révolution industrielle. Elles inondent le continent européen avec des biscuits secs, ronds et standardisés. Louis refuse catégoriquement cette suprématie étrangère. Il décide de riposter avec force. Il veut imposer un biscuit véritablement français. Il exige un produit capable de vaincre les concurrents britanniques sur leur propre terrain. Ce produit doit offrir une conservation parfaite, un goût inimitable et surtout une forme unique au monde. Louis s'enferme dans son bureau. Il ne cherche pas une simple recette de cuisine. Il cherche un concept total et définitif. Le marché naissant demande un biscuit quotidien. La coutume du goûter s'installe dans les foyers. Louis veut créer un biscuit pour tous les jours de l'année. Cette idée d'universalité obsède le jeune patron. Il prend un crayon. Il dessine sur une feuille de papier vierge. Il rejette immédiatement les formes rondes ou ovales habituelles. Il choisit le rectangle. Le rectangle évoque l'ordre, la rationalité, la capacité de production en série et l'optimisation de l'emballage. Mais Louis ajoute une dimension philosophique brillante à cette géométrie froide. Il veut que son biscuit raconte le temps qui passe. Il transforme un simple morceau de pâte en un véritable calendrier comestible. Regardez attentivement le dessin technique de Louis. La symbolique frappe par sa précision mathématique. Les 4 coins du rectangle dépassent. Ils forment de petites oreilles épaisses. Ces 4 angles représentent les 4 saisons de l'année. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ensuite, Louis dessine les bordures extérieures. Il trace exactement 52 petites dents sur le contour du biscuit. Ces 52 dents incarnent les 52 semaines de l'année. Enfin, il pique la surface centrale. Il perfore la pâte avec 24 petits trous parfaitement alignés. Ces 24 trous symbolisent les 24 heures d'une journée entière. Le message devient limpide pour le consommateur. Le petit beurre doit se consommer tout le temps, chaque heure de la journée, chaque semaine du mois, chaque saison de l'année. Louis Lefebvre-Utile vient d'inventer la première conception de produit moderne. Il a créé un objet intellectuel avant même de le cuisiner. Louis pousse le perfectionnisme jusqu'aux dimensions physiques de l'objet. Le biscuit mesurera 65 mm de long sur 54 mm de large. Ces mesures s'approchent du nombre d'or. Elles assurent une prise en main parfaite pour un adulte et s'adaptent idéalement à la main d'un enfant. Mais le concept abstrait nécessite une réalisation concrète irréprochable. Le goût doit impérativement égaler la forme. Louis se tourne vers les richesses de sa région natale. Il rejette les graisses industrielles bon marché. Il sélectionne le beurre frais des campagnes environnantes. Il exige une farine de froment pure et tamisée finement. Il ajoute du sucre blanc et du lait entier. La recette reste fondamentalement simple, sans artifice inutile. L'excellence réside dans le dosage millimétré et la qualité absolue des matières premières. L'artisan fait fabriquer un moule en bois, sur mesure par un graveur pour imprimer sa vision. Le moule porte le nom « Lu Petit Beurre Nantes ». Les lettres s'inscrivent fièrement au centre du calendrier de pâte. Louis comprend déjà que ces initiales doivent devenir une marque de puissance. Le jour du premier essai arrive enfin. Dans l'arrière-boutique de la rue Boileau, les ouvriers préparent la pâte sous le regard strict du patron. Les pétrins mélangent lentement les ingrédients. La pâte repose. Elle développe ses arômes lactés. Les hommes l'étalent ensuite avec une grande précision. La feuille de pâte doit obtenir une épaisseur millimétrée stricte. Trop fine, la pâte brûlera dans le four. Trop épaisse, elle perdra son croquant caractéristique. Le boulanger abaisse le nouveau moule avec force.
Il presse le bois contre la pâte jaune. Les 52 dents se découpent net. Les 24 trous se forment en un instant. La plaque de métal se remplit de rectangles parfaits et réguliers. Le boulanger enfourne la lourde plaque. La chaleur brutale du four saisit la pâte. Le beurre fond et nourrit la farine. Le sucre caramélise doucement en surface. En quelques minutes, une odeur puissante envahit l'atelier. Une odeur rassurante, chaude, inoubliable. L'odeur pure du beurre cuit. Le boulanger retire la plaque du feu de justesse. Louis Lefebvre utile s'approche immédiatement. Les biscuits reposent sur le métal brûlant. Ils arborent une couleur dorée éclatante et uniforme. Les quatre coins ont pris une teinte légèrement plus sombre à cause de la cuisson. La forme rectangulaire a parfaitement résisté à la chaleur. Aucune dent ne manque à l'appel. Le texte central reste parfaitement lisible. Louis prend un biscuit encore tiède. Il l'examine sous la lumière, il teste sa solidité avec ses pouces. Le rectangle tient fermement, il le porte à sa bouche, il croque. Le son sec résonne dans le silence de l'atelier. Le biscuit cède sous la dent avec franchise, puis fond immédiatement sur la langue. Le goût riche du beurre domine le palais, parfaitement équilibré par la douceur du sucre. Le croustillant reste intact. La perfection est atteinte. L'arme commerciale est née. À cet instant précis, dans cet atelier imprégné de chaleur, Louis comprend la portée monumentale de son acte. Il regarde la plaque métallique pleine de petits beurres, strictement identiques. Il ne voit plus une simple fournée de pâtissier local. Il voit des millions de boîtes de fer-blanc. Il voit des trains entiers remplis de marchandises quittant Nantes pour Paris, pour l'Europe entière, pour le reste du monde. Il voit la nécessité immédiate de construire des machines plus grandes, des fours 100 fois plus larges, des bâtiments titanesques. L'artisanat vient de mourir sous ses yeux dans un craquement de biscuits. Le petit beurre vient de tuer la petite boutique familiale historique. La formule du temps exige de l'espace. Elle exige un palais de fer et de briques rouges. Le premier biscuit refroidit sur la table de bois, mais il vient déjà de déclencher la naissance d'un empire industriel colossal. Louis sait qu'il doit construire une usine à la mesure démesurée de cette invention. Le grand rouage s'est mis en marche. Personne ne pourra plus l'arrêter. Chapitre 3. Le palais des biscuits. Le succès fulgurant du petit beurre dépasse très vite toutes les espérances de Louis Lefebvre utile. La petite boulangerie familiale de la rue Boileau étouffe sous la demande. Les commandes affluent de toute la France et traversent les frontières. Le travail purement artisanal montre ses limites physiques. Louis doit impérativement penser plus grand. Il quitte le centre historique étroit et regarde vers les quais de la Loire. Il acquiert de vastes terrains au niveau du quai Bacot, juste en face du majestueux château des Ducs de Bretagne. L'emplacement offre un avantage logistique stratégique absolu. Les péniches peuvent livrer le charbon et le sucre directement. Le chemin de fer passe à proximité immédiate. À cet endroit précis, Louis ne compte pas construire un simple hangar de tôle et de ciment. Il veut ériger un véritable monument à la gloire absolue de son entreprise. Il ordonne la construction d'un complexe industriel colossal. Les travaux avancent à un rythme effréné. Bientôt, un immense mur de briques rouges s'élève face à la ville. Mais Louis refuse violemment l'esthétique triste, sombre et misérable des usines métallurgiques ou textiles de son époque. Il veut que son usine reflète l'élégance et la douceur de ses produits gourmands. L'architecte Auguste Bluisen reçoit une mission claire et ambitieuse. Il doit dessiner un véritable palais ouvrier. L'usine s'habille de très grandes verrières pour laisser entrer la lumière naturelle. Les murs portent des ornements sculptés avec soin. La consécration architecturale arrive en 1909. 2 tours jumelles spectaculaires viennent couronner l'édifice principal, 38 mètres de hauteur. Une structure complexe en béton armé habillée de tuffeau blanc, de briques rouges et de céramique colorée. Au sommet de chaque tour, un dôme métallique ajouré porte une sculpture majestueuse d'un ange brandissant une trompette. Sur les façades de ces tours, les lettres L et U s'affichent en immenses lettres d'or. L'usine domine fièrement Nantes. Elle concurrence visuellement le château historique. Elle affiche la puissance industrielle et financière de la famille avec une fierté totale. À l'intérieur de ce palais rutilant, la révolution mécanique tourne à plein régime jour et nuit. Plus de 2000 ouvriers franchissent les hautes portes chaque matin. Le bruit des moteurs assourdit rapidement les visiteurs.
Les immenses machines à vapeur crachent leur fumée par la grande cheminée centrale. Des dizaines de fours géants avalent la pâte fraîche en continu. Les tapis roulants transportent des fleuves ininterrompus de biscuits dorés. La chaleur règne en maître absolu dans les ateliers de cuisson. Les hommes en maillot de corps s'activent devant les brasiers, manipulés par une mécanique infernale. Dans les étages supérieurs, la température baisse légèrement. Là, des centaines de femmes en blouse blanche et coiffes immaculées travaillent avec une vitesse fascinante. Leurs mains volent au-dessus des convoyeurs. Elles trient les biscuits imparfaits d'un geste sec. Elles emballent les petits beurres dans des papiers sulfurisés, puis dans des boîtes métalliques hermétiques. Elles effectuent les mêmes gestes précis des dizaines de milliers de fois par semaine. L'odeur de beurre fondu, de sucre caramélisé et de vanille imprègne leurs vêtements, leur peau, leurs cheveux. Cette odeur caractéristique enveloppe tout le quartier et devient la signature atmosphérique de Nantes. Les habitants n'ont plus besoin de consulter leur montre. Ils connaissent l'heure selon l'intensité des cuissons de l'usine élue. Louis Lefebvre-Utile comprend une autre vérité fondamentale de la modernité naissante. Fabriquer un produit excellent ne suffit pas à garantir la victoire. Il faut marquer les esprits de manière indélébile. Il faut créer un désir psychologique permanent chez le consommateur. Le patron nantais devient un pionnier absolu du marketing visuel. Il investit des sommes colossales dans la propagande commerciale. Il embauche les plus grands artistes de son époque pour concevoir ses affiches publicitaires. Le célèbre peintre Alphonse Mouchat crée des portraits de femmes élégantes et sensuelles savourant des gaufrettes lues. Mais le coup de génie définitif survient avec l'illustrateur Firmin Bouisset. Ce dessinateur croque un petit écolier portant une longue cape et un panier en osier. L'enfant croque avec délice un coin de petit beurre. L'image est simple, touchante, redoutablement efficace. Ce petit garçon tapisse les murs de toutes les villes de France. Il entre par effraction dans l'imaginaire collectif national. Il transforme un simple rectangle de pâte sucrée en un souvenir d'enfance universelle. L'emballage lui-même devient un objet d'art durable. Louis refuse le carton bon marché qui s'abîme vite. Il fait fabriquer de superbes boîtes en fer blanc décorées avec une minutie extrême. Les familles françaises ne jettent jamais ces boîtes après avoir mangé les biscuits. Elles les nettoient et les conservent précieusement sur les étagères. Elles y rangent le courrier, le matériel de couture, les anciennes photographies ou les économies du ménage. Le nom LU s'installe ainsi clandestinement, mais durablement, dans l'intimité physique de millions de foyers. La marque connaît l'apothéose lors de l'Exposition universelle de Paris en 1900. L'entreprise fait construire un pavillon spectaculaire en forme de phare rotatif. LU remporte un prestigieux Grand Prix. Cette victoire internationale consacre la supériorité écrasante du biscuit nantais. Durant les premières décennies du XXe siècle, l'usine colossale tourne à sa capacité maximale. La famille Lefebvre-Utile règne sans aucun partage sur son vaste domaine industriel. Une politique paternaliste très forte lie intimement les employés à la direction. L'entreprise finance des logements ouvriers, ouvre une crèche pour les enfants des employés, met en place des caisses de secours pour les malades. La loyauté s'achète et se maintient avec des conditions de travail légèrement supérieures à la moyenne industrielle locale. Le grand palais de briques rouges et de pierres blanches fonctionne comme une horloge géante dont les rouages complexes semblent totalement indestructibles. Le succès paraît véritablement éternel. Les tours jumelles veillent sereinement sur la ville et son fleuve. Le logo élu s'affiche fièrement partout dans le pays. Les carnets de commandes débordent continuellement. La fortune accumulée par la famille fondatrice atteint des sommets inégalés. Louis Lefebvre-Utile a gagné son pari invraisemblable. Il a pris une modeste recette de cuisine de province et l'a transformée en un pilier massif de l'économie nationale. Dans son vaste bureau directorial, le monde semble parfaitement sous contrôle. Mais le monde extérieur, lui, se prépare à changer violemment. L'industrie moderne se mondialise et abandonne progressivement la splendeur architecturale pour se concentrer de manière brutale sur la stricte rentabilité financière. Le gigantesque palais au centre de Nantes incarne une puissance absolue, mais il exige un entretien financier constant, lourd et épuisant. Derrière les murs victorieux, loin des regards admiratifs du public, les toutes premières failles invisibles commence lentement à se former dans la roche apparemment incassable de l'empire familial. Chapitre 4. Les fissures dans l'empire familial. La Seconde Guerre mondiale s'achève. L'Europe panse ses blessures profondes et entre dans une nouvelle ère économique.
30 années de croissance sans précédent bouleversent totalement la société française. Les modes de vie s'accélèrent. Les habitudes de consommation changent de manière brutale. Au cœur de cette tempête de modernité, le temps fige lentement le grand palais des biscuits de Nantes. La famille Lefebvre-Utile dirige toujours l'entreprise. Les héritiers directs de Louis occupent les bureaux majestueux ornés de boiseries. Ils portent le nom du fondateur, ils possèdent la fortune, mais ils regardent par les grandes fenêtres et observent un paysage commercial devenu méconnaissable. Le danger absolu prend la forme d'un nouveau concept redoutable, le supermarché. Les petites épiceries de quartier, les boulangeries artisanales, ferment leurs portes les unes après les autres. De vastes surfaces commerciales apparaissent en périphérie des grandes villes. Dans ces immenses hangars de tôle, la relation avec le consommateur devient totalement froide et impersonnelle. Il n'y a plus aucun vendeur pour vanter la qualité exceptionnelle du petit beurre. L'odeur du pain chaud a disparu. Le biscuit LU doit se vendre tout seul, posé sur une étagère métallique interminable, noyé au milieu de milliers d'autres produits. Le consommateur pousse son chariot rapidement. Son œil compare les étiquettes. Le prix de vente devient l'argument de survie principal. La concurrence frappe de tous les côtés avec une violence inédite. D'autres usines, beaucoup moins belles mais infiniment plus modernes, produisent des biscuits moins chers. Elles ne possèdent pas de tours ornées d'anges dorés. Elles n'ont pas de façade en briques rouges et en pierre blanche sculptée. Elles ressemblent à de simples boîtes de béton posées près des nouvelles autoroutes. Mais à l'intérieur de ces boîtes grises, les chaînes automatisées tournent 2 fois plus vite. Elles emploient moins de bras. Elles coûtent beaucoup moins cher à entretenir. Le magnifique palais de Nantes, autrefois symbole de domination absolue, commence à peser lourdement sur les bilans financiers. L'architecture spectaculaire cache une réalité industrielle vieillissante et inadaptée. Les bâtiments construits sur plusieurs étages compliquent terriblement la logistique moderne. Les palettes de marchandises bloquent dans les couloirs étroits. Les nouvelles machines, de plus en plus lourdes, font trembler dangereusement les vieux planchers et les murs centenaires. L'entretien régulier de ce mastodonte de briques dévore une part de plus en plus écrasante des profits annuels de la marque. La famille affronte alors un dilemme existentiel foudroyant. Pour survivre face à l'émergence féroce de la grande distribution et repousser la concurrence internationale, LU doit se moderniser dans l'urgence. L'entreprise doit acheter des équipements de pointe, automatiser totalement ses lignes de production, lancer des campagnes publicitaires massives à la télévision. Mais cette modernisation vitale exige des capitaux colossaux. La fortune familiale, bien que très importante, ne suffit absolument plus à financer une mutation industrielle à l'échelle européenne. Les réunions de direction deviennent extrêmement tendues. Le ton monte entre les héritiers. Ils débattent du destin de l'empire bâti par leurs ancêtres. Certains membres de la famille veulent préserver l'indépendance historique à tout prix. Ils croient fermement que la qualité supérieure de la recette et le nom prestigieux du petit beurre suffiront à repousser les assauts du marché. D'autres membres, plus pragmatiques et plus froids, comprennent que l'isolement mène l'entreprise directement à la faillite. Ils posent les rapports comptables sur la table. Les chiffres ne mentent pas. Les marges de profit diminuent mois après mois. Les coûts de production augmentent inexorablement. Le modèle social paternaliste hérité du passé, avec ses logements ouvriers financés par la direction, ses crèches et ses aides directes, se transforme en un fardeau financier insurmontable pour la trésorerie. La décision douloureuse tombe à la fin des années 1960. La famille Lefebvre-Utile capitule face aux exigences du nouveau monde. Elle accepte de s'ouvrir. Elle sacrifie son indépendance sacrée pour sauver la marque. C'est le début des grandes alliances stratégiques. En 1968, LU s'associe officiellement avec plusieurs grands noms de la biscuiterie française, dont la puissante marque Brun. L'objectif est purement défensif. Il faut créer un groupe industriel suffisamment massif pour peser lors des négociations avec les supermarchés et résister aux géants étrangers. La fusion historique donne naissance au groupe LU Brun et associés. Quelques années plus tard, la machine s'emballe. Le regroupement s'élargit encore pour absorber d'autres concurrents et forme l'entité Serraliment, qui deviendra bientôt le géant Général Biscuit. Sur le papier financier, la stratégie fonctionne parfaitement. Le nouveau conglomérat domine le marché européen. Les investisseurs applaudissent.
Mais dans la réalité physique de l'usine de Nantes, une fracture invisible mais mortelle vient de se créer. La famille fondatrice ne possède plus le contrôle exclusif de sa création. Les héritiers Lefebvre-Utile deviennent des actionnaires parmi de nombreux autres. Le véritable pouvoir de décision quitte lentement les rives de la Loire. Les conseils d'administration stratégiques ne se tiennent plus au-dessus des grands fours odorants, mais dans des bureaux climatisés et silencieux à Paris. Les nouveaux dirigeants du conglomérat n'ont aucun attachement charnel avec la ville de Nantes. Ils ne connaissent pas l'histoire de chaque famille d'ouvriers. Ils n'ont pas grandi en respirant l'odeur du beurre chaud. Des hommes en costume gris arrivent par le train, parcourent les ateliers avec des chronomètres et des carnets de notes, puis repartent le soir même. Ils lisent des bilans consolidés, analysent des parts de marché globales et calculent des rendements trimestriels. Pour la toute première fois depuis l'année de sa naissance en 1886, le Petit Beurre n'est plus considéré comme l'œuvre majeure d'une dynastie fière de ses racines. Il devient une simple ligne de produits très rentable dans le vaste portefeuille d'un grand groupe industriel. La logique purement financière remplace la logique familiale. À l'intérieur du Grand Palais nantais, les milliers d'ouvriers ressentent physiquement ce glissement glacial. Le patron n'est plus cette figure familière qui traverse les ateliers pour inspecter la couleur des biscuits à la sortie des fours. Le patron est devenu une entité abstraite. Un conseil d'administration sans visage humain qui envoie des directives par courrier et exige des réductions de coûts constantes. Le lien affectif et social qui unissait historiquement la famille Lefebvre-Utile à ses employés se dissout totalement dans la structure complexe de la holding. La nouvelle direction parisienne regarde l'usine historique avec un œil purement clinique. Elle voit les magnifiques tours jumelles, les verrières lumineuses, les sculptures détaillées, mais elle voit d'abord les énormes problèmes logistiques liés à une usine désormais prisonnière en plein centre d'une métropole moderne. Les gros camions de livraison peinent à circuler dans les rues étroites. Le foncier coûte très cher. L'espace manque cruellement pour installer de nouvelles lignes de production rectilignes longues de 100 mètres. Les fissures physiques dans les murs de briques peuvent se réparer avec du ciment. Mais la fracture psychologique entre la marque et ses fondateurs devient définitive. Le Grand Palais fonctionne toujours, la fumée sort encore des cheminées. Le parfum sucré flotte encore sur la Loire les jours de grand vent. Mais l'âme de l'endroit se meurt à petit feu. L'empire familial a ouvert ses lourdes portes pour survivre économiquement. Et le capitalisme financier s'y est engouffré avec la force dévastatrice d'un océan. Les chiffres remplacent les sentiments. La rentabilité brute devient la seule religion acceptable dans les couloirs de l'usine. Le Petit Beurre continue de se vendre par dizaines de millions. Les consommateurs français ne remarquent aucun changement lorsqu'ils déchirent l'emballage. Le goût croquant reste identique. Les 52 dents du calendrier comestible sont toujours présentes. Mais le socle monumental qui soutenait ce biscuit est en train de s'effondrer de l'intérieur. Devenue une puissance européenne, Général Biscuit attire les regards. L'entreprise devient une proie très attractive sur l'échiquier financier. Une cible parfaite pour des prédateurs encore plus grands, encore plus froids, qui rôdent déjà. Le pire reste à venir pour le vieux palais de la Loire. Chapitre 5. La vague du capitalisme financier. Les années 1970 s'ouvrent sur un monde brutalement transformé. Les chocs pétroliers brisent l'élan des 30 glorieuses. L'inflation galope. La compétition devient mondiale et sans pitié. Le capitalisme change de nature. Il ne s'agit plus seulement de fabriquer les meilleurs produits ou de bâtir de belles usines. Il s'agit de générer le profit le plus rapide possible, par tous les moyens nécessaires. Dans ce nouveau climat impitoyable, les entreprises familiales traditionnelles ressemblent à des navires lourds et lents, entourés de prédateurs rapides et affamés. Le groupe Général Biscuit, malgré sa taille impressionnante sur le papier après les fusions successives, manque cruellement de capitaux frais pour affronter les mastodontes américains et britanniques. La grande forteresse nantaise, avec ses tours majestueuses, attire les regards convoiteurs des marchés financiers. Le danger prend un nom précis, Cavenham. Ce conglomérat britannique incarne à la perfection la nouvelle finance agressive de la fin du XXe siècle. Dirigé par des financiers redoutables, Cavenham ne s'intéresse absolument pas à l'art délicat de la pâtisserie. Il ne se soucie pas de la signification des 52 dents du Petit Beurre. Il chasse des marques sous-évaluées,
possède des réseaux de distribution gigantesques et cherche à avaler des parts de marché entières pour satisfaire ses actionnaires. Cavenham repère General Biscuit. L'offensive commence immédiatement. Elle ne se déroule pas sur le terrain de la qualité des ingrédients ou du goût du produit. Elle se joue dans le secret absolu des banques d'affaires, par des achats d'actions massifs et des pressions bancaires constantes. À Nantes, la nouvelle de cette incursion tombe comme une onde de choc sourde. Les vieux cadres de l'usine voient arriver des hommes fondamentalement différents. Ces nouveaux venus ne portent pas de blouse blanche de boulanger ou de bleu de travail. Ils portent des costumes sombres parfaitement coupés et des cravates de soie. Ils ne descendent pas dans les immenses ateliers de cuisson pour vérifier la dorure des biscuits à la sortie des fours. Ils s'enferment directement dans les grands bureaux administratifs. Ils exigent tous les livres de compte, les registres du personnel, les factures d'entretien du bâtiment. Ils calculent, ils estiment, ils divisent. Un vocabulaire inédit et glacial résonne soudainement dans les couloirs du vieux palais de briques. Les mots « rendement »,« optimisation fiscale »,« actifs »,« dividendes » et « restructuration » remplacent définitivement les mots « recettes »,« cuisson »,« savoir-faire » et « qualité ». Dans les ateliers surchauffés, les milliers d'ouvriers sentent physiquement la mutation s'opérer. Le bruit assourdissant des fours à vapeur continue de gronder. L'odeur du beurre chaud sature toujours l'air de la ville, mais l'atmosphère devient lourde, étouffante. Une angoisse sourde s'installe devant les longs convoyeurs mécaniques. Le personnel comprend très vite que la direction locale de Nantes ne décide plus de rien. Les requêtes syndicales, autrefois discutées directement, parfois durement, mais toujours en face à face avec les descendants de la famille Lefebvre-Utile, se heurtent désormais à un mur de silence administratif. Les décisions redescendent désormais de Paris ou de Londres. Elles tombent comme des couperets aveugles. Les nouvelles directives imposent d'accélérer brutalement les cadences de production. Elles ordonnent de réduire les temps de pause des équipes. Elles exigent de modifier subtilement les recettes, d'utiliser des ingrédients légèrement moins coûteux pour gagner quelques centimes vitaux sur chaque boîte métallique vendue en supermarché. La logique financière pure attaque l'âme même de l'entreprise séculaire. L'entretien du magnifique bâtiment historique commence à souffrir gravement de ces coupes budgétaires strictes. Pourquoi financer le nettoyage fastidieux des céramiques ou la réparation coûteuse du dôme des tours jumelles? Ces dépenses esthétiques ne génèrent aucun profit direct sur les tableaux de rentabilité. Les nouveaux maîtres de la finance considèrent la beauté architecturale de l'usine comme une anomalie du passé, une charge coûteuse et inutile. Le palais ouvrier perd rapidement de son éclat. La suie s'accumule sur la brique rouge sans que personne ne vienne la laver. L'esprit de famille qui liait étroitement les générations de travailleurs nantais s'évapore totalement. Les ouvriers réalisent qu'ils ne fabriquent plus un emblème prestigieux de leur propre ville. Ils produisent un simple assemblage standardisé de glucides et de lipides, uniquement destiné à satisfaire les actionnaires lointains d'un conglomérat international anonyme. La famille fondatrice tente pourtant de résister à ce raz-de-marée. Les descendants de Louis Lefebvre-Utile utilisent leur toute dernière carte pour maintenir un semblant d'influence dans le conseil d'administration restructuré. Ils invoquent l'histoire centenaire, le patrimoine local, la fierté nationale d'une marque iconique. Mais leurs arguments sentimentaux pèsent un poids dérisoire face aux nécessités impérieuses du capitalisme moderne. Le groupe a besoin de dizaines de millions de francs pour s'étendre en Europe, pour acheter d'autres marques concurrentes, pour saturer les rayons des supermarchés en pleine explosion. Seuls les grands groupes financiers détiennent cette puissance de feu. Les banquiers dictent leurs conditions de manière implacable. La famille doit reculer, plier et finalement céder la place. La reddition devient la seule option mathématique possible pour éviter la faillite. Le jour de la capitulation définitive arrive dans un grand bureau feutré, très loin des rives de la Loire et du château des Ducs de Bretagne. Pas de bruit de machine mécanique, pas d'odeur de vanille ou de sucre cuit, seulement le silence pesant d'une salle de conférence stérile, le froissement des dossiers épais et la lumière froide des lampes de bureau. Les avocats d'affaires alignent les contrats définitifs sur la grande table vernie. Les documents scellent l'absorption complète et irréversible de l'entreprise nantaise. Le représentant ultime de la famille fondatrice s'assoit lourdement. Il prend le stylo qu'on lui tend. Ce geste simple et silencieux contient plus d'un siècle d'histoire ouvrière. Il porte en lui le souvenir lointain de la petite boulangerie artisanale de la rue Boileau. Il porte le poids écrasant des immenses fours de briques, la sueur des milliers de travailleurs nantais et la fulgurance de l'invention du calendrier comestible.
Il hésite une fraction de seconde, le regard fixé sur les feuilles dactylographiées, puis il signe de son nom. L'encre noire touche le papier blanc. En cet instant très précis, l'empire familial indépendant cesse d'exister. La marque Lu perd définitivement son statut de reine souveraine. Elle devient une simple filiale, un actif financier liquide, une banale ligne de revenus sur un bilan consolidé tentaculaire. Le conglomérat prend le contrôle total du destin du biscuit. Le transfert de pouvoir s'achève sans la moindre effusion de sang, sans le moindre cri de révolte, dans la froideur absolue et clinique de la loi commerciale. À des centaines de kilomètres de cette salle de réunion silencieuse, l'usine de Nantes continue de recracher sa fumée épaisse. Les équipes de nuit prennent leur poste sous les néons industriels. Les rotatives métalliques découpent inlassablement les carrés de pâte jaune. Mais la gigantesque machine tourne désormais à vide de tout sens historique. Le cœur industriel vivant a été arraché avec une précision chirurgicale et remplacé par une calculatrice géante. Les financiers ont gagné cette première bataille décisive. Ils possèdent l'outil de production. Mais très bientôt, un autre géant, encore plus puissant, va surgir des marchés pour avaler cette proie. Ce nouveau maître imposera une rationalisation d'une férocité sans précédent, menaçant directement et physiquement l'existence même du Grand Palais de Briques. Chapitre 6. L'ère BSN et la froideur des chiffres. Le répit accordé au Palais nantais ne dure pas très longtemps. Les fusions précédentes n'ont fait que repousser brièvement l'inévitable. Le marché mondial des années 80 réclame des monstres industriels encore plus gigantesques. Général Biscuit, malgré sa taille impressionnante, finit par se faire avaler par un prédateur absolu. Ce nouveau maître redoutable s'appelle BSN. À l'origine, cette entreprise fabriquait exclusivement du verre et des bouteilles. Sous la direction implacable de son fondateur Antoine Riboud, elle a changé de cap avec une ambition féroce pour dévorer le secteur alimentaire européen. BSN achète des brasseries, des usines de yaourts, des fabricants de pâtes. En prenant le contrôle total de LU, le groupe franchit une nouvelle étape décisive dans sa soif d'expansion. La holding ne s'encombre d'aucune nostalgie du passé. Elle construit un empire global, une machine réglée pour générer des dividendes massifs et immédiats. Dans cette stratégie titanesque, le petit beurre n'est qu'un simple jeton sur un vaste échiquier. LU rejoint un catalogue rempli de centaines d'autres marques. L'ancienne entreprise familiale historique achève sa transformation douloureuse en division anonyme d'une multinationale tentaculaire qui prendra bientôt le nom de Danone. À Paris, au siège majestueux de BSN, la direction instaure une dictature stricte des chiffres. Les tableaux de rentabilité remplacent définitivement toute autre considération humaine ou historique. Les nouveaux dirigeants imposent le concept sacré de la synergie globale. Ce mot justifie toutes les coupes budgétaires sévères, tous les licenciements, toutes les trahisons envers le patrimoine. Les comités de direction ne parlent plus jamais du goût du biscuit ou de la beauté singulière des boîtes en fer. Ils analysent exclusivement les flux de trésorerie. Ils exigent une augmentation mécanique et constante des marges bénéficiaires. La holding mandate des armées d'auditeurs pour traquer la moindre dépense jugée inutile dans toutes ses nombreuses filiales. Ces experts financiers en costume sombre débarquent un matin à Nantes. Ils ne regardent pas les deux tours ornées d'anges dorés. Ils ignorent totalement les immenses verrières lumineuses voulues par Louis Lefebvre-Utile un siècle plus tôt. Ils voient uniquement des gouffres financiers béants. Ils arpentent les vastes couloirs de briques avec des mètres, des calculatrices et des grilles d'évaluation rigides. Leur diagnostic tombe rapidement et il est sans appel. Le majestueux palais industriel de la Loire accumule les défauts impardonnables aux yeux de la finance moderne. Son architecture complexe sur plusieurs étages ralentit considérablement la manutention quotidienne des palettes lourdes. Les vieux monte-charges industriels coûtent une véritable fortune, en électricité et en maintenance régulière. L'emplacement central en plein cœur de la ville complique l'accès des semi-remorques géants qui assurent désormais la distribution à travers toute l'Europe. L'auditeur parisien ne voit pas un monument historique à préserver. Il voit un labyrinthe logistique totalement obsolète. La beauté exceptionnelle du lieu devient paradoxalement sa plus grande faiblesse économique. Le bâtiment coûte trop cher à chauffer en hiver, trop cher à nettoyer, trop cher à mettre aux nouvelles normes de sécurité. Pour le siège de la holding, chaque franc dépensé pour réparer une simple brique rouge ou colmater une fuite sur le Grand Dôme ampute directement les bénéfices dus aux puissants actionnaires. Sur les lignes de production, les ouvriers subissent cette nouvelle tyrannie au quotidien de plein fouet. Les ingénieurs, dépêchés par BSN, modifient sèchement les cadences de travail.
Les tapis roulants accélèrent brusquement. L'humain doit s'adapter obligatoirement au rythme frénétique de la nouvelle machine automatisée. Les gestes ouvriers perdent le peu d'artisanat qui leur restait. Le contrôle qualité de la marchandise ne s'effectue plus à l'œil nu ou au nez, mais par des capteurs électroniques intraitables qui rejettent des milliers de biscuits pour 1 millimètre d'erreur. L'optimisation implacable frappe aussi les recettes historiques. Les laboratoires centraux standardisent les ingrédients pour approvisionner toute l'Europe de manière uniforme. Ils remplacent le beurre pur local par des graisses industrielles beaucoup moins coûteuses achetées en énormes quantités sur les marchés internationaux. Le goût subtil du célèbre biscuit change imperceptiblement. Les vieux ouvriers nantais, qui mangent ces produits depuis leur plus tendre enfance, remarquent immédiatement la différence en bouche, mais personne ne les écoute. Leur opinion n'a plus aucune valeur pour le siège. Ils sont devenus de simples exécutants silencieux, des numéros de matricule remplaçables sur un vaste registre informatique. Le fossé psychologique se creuse très profondément entre la base ouvrière et le sommet dirigeant lointain. Les syndicats locaux tentent désespérément de protester contre la dégradation brutale des conditions de travail et la perte d'identité du produit. Ils organisent des arrêts de travail. Ils réclament le maintien des emplois et la modernisation indispensable de leur outil de travail. Mais leurs cris de colère résonnent et se perdent dans le vide. Ils affrontent une entité invisible. La direction locale de l'usine ne possède plus aucun mandat pour négocier quoi que ce soit. Les véritables décideurs siègent à des centaines de kilomètres de là, derrière des portes capitonnées, fermement protégées par des secrétaires et des bataillons d'avocats d'affaires. Ce management distant et volontairement glacial détruit le tout dernier lien social qui maintenait le cœur de l'usine en vie. Les employés comprennent avec amertume que leur dévouement absolu de plusieurs décennies ne compte pour rien. Le conglomérat BSN ne récompense jamais la fidélité. Le groupe récompense uniquement la performance financière brute. Le coup de grâce se prépare activement dans le plus grand secret. Au dernier étage d'une tour de verre parisienne, le comité de restructuration stratégique se réunit autour d'une très longue table noire. Le dossier volumineux de l'usine de Nantes trône sous la lumière des projecteurs. Le rapport final et confidentiel des auditeurs contient des centaines de pages de graphiques complexes et de projections mathématiques. Le haut responsable en charge des opérations industrielles globales prend la parole. Son discours résonne de manière brève, technique, totalement dépouillé de toute forme d'émotion humaine. Il allume le rétroprojecteur et affiche une diapositive décisive. Le graphique croisé montre la courbe ascendante des coûts d'entretien du site nantais face à la courbe très basse des coûts d'une usine moderne construite en tôle au milieu d'une zone industrielle périphérique. L'écart financier s'affiche de manière vertigineuse. La conclusion finale de sa présentation froide tient en une seule phrase lapidaire. Maintenir la production lourde au cœur de Nantes constitue une hérésie économique totale et inacceptable. Le silence pesant envahit la grande salle de réunion. Aucun membre du conseil ne lève la main pour prendre la défense du berceau historique de la marque. Personne n'évoque la mémoire respectée de Jean-Romain Lefebvre ou la vision fondatrice de Louis Lefebvre-Utile. Absolument personne ne mentionne l'impact psychologique dévastateur sur la population de la ville qui a nourri et fait grandir cette entreprise pendant un siècle entier. Les riches administrateurs hochent lentement la tête en signe d'approbation totale. Ils valident les conclusions sans appel du rapport financier. Les chiffres froids viennent de prononcer la condamnation à mort du Grand Palais de Briques Rouges. Le plan de fermeture globale est officiellement voté à l'unanimité des présents. La puissante machine administrative se met aussitôt en mouvement pour planifier l'exécution de la sentence. L'acte de décès industriel est signé de manière irrévocable. Il ne reste plus qu'à annoncer publiquement la nouvelle fatale aux milliers d'hommes et de femmes qui continuent de cuire les biscuits à cet instant précis en croyant encore à leur avenir. Une époque glorieuse s'apprête à disparaître violemment sous les coups invisibles de la rentabilité. La machination ultime touche à sa fin cruelle. Chapitre 7. 1986. L'adieu à la terre natale. L'année 1986 porte une symbolique extrêmement cruelle. 100 ans plus tôt, presque jour pour jour, Louis Lefebvre-Utile dessinait un rectangle de pâte percé de 24 trous. Il inventait une icône. Un siècle plus tard, la direction parisienne du groupe BSN signe l'arrêt de mort définitif du lieu physique qui a rendu cette icône possible.
La nouvelle tombe sur la ville de Nantes un matin froid. Elle ne prend pas la forme d'une rumeur ou d'un murmure fuyant dans les ateliers. Elle arrive sous la forme d'un communiqué officiel, sec, direct et sans aucun appel possible. L'usine historique du quai Baco fermera définitivement ses grandes portes. La production sera transférée vers un site ultra-moderne, situé en lointaine périphérie. Le choc frappe la métropole avec une violence inouïe. Les Nantais refusent d'abord d'y croire. La présence du palais industriel semblait aussi naturelle et permanente que le flux du grand fleuve voisin. Comment une entreprise prospère peut-elle décider d'abandonner le berceau même de son identité ? Mais la stricte logique comptable ignore totalement le concept de berceau. Le conseil d'administration a simplement calculé. Le déménagement massif économise des millions de francs en frais de logistique. Le vaste site urbain, une fois libéré de ses murs d'usine, vaut une véritable fortune sur le marché de l'immobilier naissant. Le calcul financier gagne, l'histoire industrielle perd. Dans les vastes ateliers aux murs de briques rouges, l'annonce provoque un silence pesant et d'une tristesse absolue. Les ouvriers arrêtent immédiatement leurs gestes. Les femmes en blouse blanche regardent fixement les longs convoyeurs défiler. Plusieurs générations de même famille ont usé leurs mains sur ces machines lourdes. Le grand-père travaillait au grand four. Le père réparait les puissants monte-charge. La fille emballait les boîtes en fer blanc. L'usine LU ne représentait pas un simple lieu de travail salarié. Elle fonctionnait véritablement comme un quartier, un village clos, une communauté organique intimement liée par une fierté commune. Les employés se sentent brutalement trahis. Ils ne protestent plus pour exiger de meilleurs salaires. Ils se rassemblent pour tenter de sauver leur propre maison. Mais les grandes manifestations ouvrières dans les rues de Nantes ne changent absolument rien. Les banderoles peintes à la hâte ne pèsent d'aucun poids réel face au plan de restructuration irrévocable d'un conglomérat international. Le jour précis de la fermeture approche de manière inexorable. Une ambiance de deuil profond s'empare de tous les bâtiments. La nouvelle direction organise le transfert minutieux et progressif des immenses chaînes de production. Les techniciens extérieurs arrivent pour démonter les machines les plus récentes et les expédier vers le nouveau site périphérique. Les espaces historiques se vident un par un. La résonance physique change dans les ateliers. Le rugissement mécanique puissant faiblit pour devenir un simple écho moribond. Puis vient le moment de l'arrêt définitif des immenses fours historiques. La chaleur intense, qui habitait physiquement les murs depuis des décennies, disparaît très lentement. L'épais métal refroidit. Les briques perdent leur chaleur accumulée. Le parfum lourd et sucré du beurre cuit, cette odeur unique, qui servait de véritable horloge aux habitants de tout le quartier, s'évapore dans le vent de la Loire pour ne plus jamais revenir. La toute dernière, fournée de petits beurres, quitte le long tapis roulant. Les derniers ouvriers nettoient leur poste, retirent silencieusement leur tablier, pointent à la grande horloge murale et franchissent la grande porte pour la dernière fois. Ils ne reviendront pas le lendemain. Le majestueux palais LU vient de mourir de l'intérieur. Mais le groupe BSN et les grands promoteurs locaux ne comptent pas du tout laisser un immense cadavre vide en plein cœur de la ville. Le terrain possède une valeur financière beaucoup trop colossale. L'effacement physique doit être total et définitif. Après le silence insoutenable de l'abandon, le vacarme monstrueux de la destruction commence. Les immenses grues de démolition prennent brutalement la place des vieux camions de livraison de farine. Les grosses boules d'acier frappent sans pitié les murs centenaires. Le verre des grandes verrières lumineuses vole en éclats et pleut lourdement sur le bitume de la rue. Les briques rouges, montées avec une précision méticuleuse par les maçons de l'architecte Bluisson au début du siècle, s'effondrent pitoyablement dans des nuages de poussière âcre. Les habitants de Nantes s'arrêtent longuement sur les trottoirs pour assister à ce spectacle désolant. Ils restent figés et immobiles derrière les grandes barrières de sécurité orange. Beaucoup pleurent silencieusement. Ils regardent impuissants la destruction méticuleuse du plus grand symbole de leur patrimoine industriel. Les puissantes pelleteuses attaquent les bases solides du grand bâtiment central. Elles broient les fondations profondes. Les structures métalliques épaisses plient et gémissent sous la force hydraulique aveugle des engins modernes. La violence inouïe de cette démolition contraste brutalement avec la délicatesse extrême des produits gourmands que ces murs abritaient. L'entreprise qui fabriquait des calendriers comestibles pour marquer le temps
choisit aujourd'hui d'annihiler son propre passé avec une rapidité foudroyante. L'un des moments les plus tragiques de ce chantier survient lors de la destruction planifiée des 2 tours jumelles. Ces structures majestueuses, fièrement dressées à 38 mètres du sol, dominaient souverainement le paysage nantais. La tour droite subit les assauts furieux des engins de démolition en premier. La pierre de tuffeau cède. Les beaux ornements sculptés tombent très lourdement sur le sol. L'ange doré brandissant sa trompette disparaît englouti dans les gravats fumants. Les immenses lettres dorées affichant le L et le U s'écrasent violemment dans la poussière grise. La tour s'effondre totalement sur elle-même. La symétrie parfaite du bâtiment légendaire se brise pour toujours. La tour gauche survit finalement par un miracle de dernière minute. Des voix courageuses s'élèvent enfin dans la ville pour exiger avec fureur la préservation d'un ultime fragment de cette histoire monumentale. La municipalité locale intervient de justesse pour stopper le massacre. La machinerie destructrice s'arrête au pied de la seconde sentinelle. Mais le grand mal est déjà fait. L'immense palais de briques rouges, jadis bouillonnant de vie ouvrière, de bruit mécanique et de forte chaleur humaine, n'existe plus du tout. À sa place exacte, un immense terrain vague jonché de milliers de morceaux de ciment s'étend sous le ciel grisâtre. Les camions évacuent les gravats. Le quartier perd instantanément son cœur battant. 100 ans exactement après l'invention du produit parfait, la famille fondatrice a perdu le contrôle total de son entreprise. Et l'usine fondatrice a perdu son existence physique sur la terre de Nantes. La rationalisation économique extrême a triomphé de la mémoire matérielle ouvrière. L'année 1986 marque une cassure temporelle définitive et irréparable. Le cratère béant laissé au cœur de la ville témoigne physiquement de la violence inhérente au capitalisme moderne. La poussière de briques rouges retombe finalement sur le fleuve. L'ère de la glorieuse production locale s'achève définitivement. Chapitre 8. Le biscuit sans âme. Le nouveau millénaire s'ouvre sur un paysage industriel totalement méconnaissable. Le groupe français Danone, l'ancien prédateur qui avait dévoré l'empire familial et rasé le Grand Palais de Nantes, change lui-même de stratégie avec une froideur absolue. Au début des années 2000, la direction parisienne décide de se recentrer exclusivement sur les produits laitiers et l'eau en bouteille. La branche biscuiterie, autrefois considérée comme un trophée majeur, devient subitement un simple actif non stratégique. Le petit beurre se retrouve de nouveau sur le grand marché mondial des fusions et acquisitions. En 2007, la nouvelle tombe avec la sécheresse habituelle des communiqués boursiers. Le géant américain Kraft Foods, une multinationale colossale de l'agroalimentaire, rachète l'intégralité de la branche biscuiterie de Danone. La transaction titanesque se chiffre en milliards d'euros. Le contrat final transfère définitivement la propriété de la marque historique française de l'autre côté de l'océan Atlantique. Le biscuit nantais devient un produit américain. Quelque temps plus tard, Kraft Foods se scindra pour créer Mondelez International, le propriétaire actuel. La distance entre le produit final et ses racines originelles devient soudainement infranchissable. Aujourd'hui, l'organisation de la production reflète parfaitement la violence de la mondialisation moderne. Les usines qui fabriquent le petit beurre ne possèdent plus aucune identité architecturale. Elles ressemblent à de gigantesques hangars métalliques posés dans des zones industrielles complètement anonymes, situées très loin des centres urbains historiques. À l'intérieur de ces boîtes grises, les lignes d'assemblage atteignent des niveaux d'automatisation extrêmes. Les ordinateurs centraux contrôlent la température des immenses fours électriques à la fraction de degrés près. Des bras robotisés articulés saisissent les plaques de biscuits, les trient et les emballent à une vitesse vertigineuse qui défie le regard humain. Le personnel se réduit à quelques techniciens hautement spécialisés. Ils surveillent des écrans de contrôle dans des cabines vitrées et climatisées. Ils n'interviennent presque jamais directement sur la chaîne. Ils ne touchent jamais la pâte jaune. Ils ne respirent plus l'odeur familière du beurre chaud. L'artisanat a totalement disparu au profit d'une ingénierie alimentaire froide, implacable et redoutablement efficace. La multinationale optimise les coûts logistiques à l'échelle du continent tout entier. Elle achète les ingrédients bruts sur les vastes marchés boursiers agricoles. Le blé et le sucre proviennent des sources les plus économiques du moment. La notion de terroir local n'existe absolument plus dans cette équation mathématique parfaite. Le résultat final de cette ingénierie globale repose dans vos mains lorsque vous ouvrez un paquet aujourd'hui. Le biscuit rectangulaire arbore toujours ses 52 petites dents pointues.
Il conserve ses 24 trous centraux. Les 4 coins saillants marquent toujours les saisons. L'inscription LU Petit Beurre figure toujours en lettres régulières au centre. Visuellement, l'objet reste très fidèle au dessin initial réalisé par Louis Lefebvre-Utile sur sa feuille de papier en 1886. Mais cette rigueur visuelle cache une grande illusion. Le biscuit actuel est devenu un produit totalement générique. Il a perdu son âme originelle. Il ne contient plus la sueur des milliers d'ouvriers nantais. Il ne porte plus la fierté féroce d'une dynastie bourgeoise qui voulait vaincre la puissante concurrence anglaise. Il ne représente plus la force d'une ville portuaire en pleine expansion industrielle. Le petit beurre moderne n'est qu'une reproduction technique infinie, un clone parfait mais fondamentalement vide de tout sens historique. Il satisfait le client par une dose calculée de sucre et de sel, mais il ne raconte plus aucune histoire humaine. L'ironie cruelle de cette situation culmine dans les stratégies de communication actuelles. La multinationale propriétaire exploite sans aucune honte l'image historique de la marque. Les campagnes publicitaires montrent souvent des images anciennes, des filtres sépia, des petits garçons en cape, évoquant le passé rassurant de l'artisanat français. Les boîtes en carton affichent des dessins rétro pour séduire le consommateur en quête d'une authenticité perdue. Le marketing globalisé vend de l'histoire et de la nostalgie pour masquer habilement la réalité d'une production standardisée à l'extrême. Le groupe financier utilise le nom respecté des fondateurs nantais comme une simple étiquette décorative pour rassurer les clients sur l'origine du produit. Mais cette origine n'est plus qu'une fiction commerciale savamment orchestrée par des agences de publicité lointaines. Le contraste entre le message marketing chaleureux et la froideur absolue de la chaîne de production automatisée souligne le triomphe total du cynisme économique. Les anciens ouvriers nantais, ceux qui ont connu la chaleur écrasante du Palais de la Loire, avant la grande démolition de 1986, vieillissent en silence dans les quartiers périphériques de la ville. Certains possèdent encore chez eux une vieille boîte en fer blanc, soigneusement gardée au fond d'une armoire sombre. Ils regardent les rayons des supermarchés avec un mélange complexe d'amertume et de résignation. Ils voient les paquets s'empiler. Ils savent très bien que l'entreprise n'appartient même plus à la France. Le transfert vers le conglomérat américain a symbolisé la rupture définitive, la perte irrémédiable de la souveraineté industrielle. Pour ces hommes et ces femmes, le biscuit actuel possède presque le goût des cendres. Ils refusent souvent d'en acheter. Ils savent intimement que la recette originale exigeait beaucoup plus que de la farine et du sucre. Elle exigeait une présence humaine, une fierté collective indéfectible, un lieu physique grandiose dédié à la recherche de l'excellence. Tout cela a été méthodiquement balayé par les pelles mécaniques et remplacé par des directives strictes d'optimisation fiscale rédigées en anglais dans des gratte-ciel lointains. Revenons maintenant à notre point de départ. Retournons sur les berges pavées du canal Saint-Félix dans le centre névralgique de Nantes. La grande tour isolée, le fameux lieu unique, dresse toujours sa coupole colorée face au ciel gris. Les lettres de son nom rappellent les initiales des deux fondateurs, Lefebvre et Utile. Mais la plupart des jeunes passants ignorent cette signification profonde. Ils marchent rapidement sur le goudron lisse qui recouvre l'emplacement exact des grands fours disparus. Le vent froid balaie l'esplanade vide. Le silence urbain remplace le vacarme incessant des lourdes machines à vapeur et le chant régulier des sirènes d'usine. La ville a cicatrisé sa blessure architecturale en effaçant les traces physiques du désastre. Elle a construit de nouveaux bureaux de verre, de nouveaux logements fonctionnels, de nouvelles rues bitumées. Elle a tourné la grande page avec la froideur strictement nécessaire à la survie des métropoles modernes. Les concepteurs du nouveau quartier ont placé une petite plaque commémorative discrète pour rappeler la présence passée de la monumentale usine Lefebvre-Utile. Les touristes la lisent parfois avec une curiosité polie avant de poursuivre leur chemin sans émotion. Mais une simple plaque de métal gravé ne peut absolument pas contenir la magnitude réelle de la perte. La tragédie véritable de la marque LU ne réside pas dans la faillite financière. L'entreprise n'a jamais fait faillite. Elle a généré des profits colossaux à chaque étape cruelle de son histoire. La tragédie réside dans la séparation brutale et définitive entre un objet et son berceau charnel. Le capitalisme financier a prouvé sa capacité absolue à extraire la valeur commerciale d'un symbole fort tout en détruisant sans pitié son enveloppe physique. Les banquiers d'affaires impitoyables, les actionnaires invisibles et les stratèges cyniques des multinationales
ont dépecé l'empire familial nantais. Ils ont pris la marque célèbre, ils ont volé la recette, ils ont emporté les vastes parts de marché mondial et ils ont jeté le reste aux pelleteuses de démolition. Ils ont considéré avec arrogance qu'un splendide palais ouvrier de briques rouges ne valait absolument rien face à des lignes de code informatique représentant des millions d'euros sur des comptes bancaires offshore. Le petit beurre survit à ses créateurs de la manière la plus tragique possible. Il vit éternellement sur les étagères métalliques froides des immenses supermarchés du monde entier. Il accompagne fidèlement des millions de goûters quotidiens, mais il vit comme un spectre totalement déraciné. Chaque enfant qui croque allègrement l'un des 4 coins du rectangle accomplit un geste vieux de plus d'un siècle, sans jamais réaliser la terrible lourdeur de cet héritage. Derrière la douceur réconfortante de la pâte sucrée se cache la destruction totale d'une immense culture ouvrière et l'éradication d'un monument exceptionnel de l'industrie française. L'empire Lefebvre Utile s'est évaporé complètement dans le grand tourbillon aveugle de la mondialisation financière. Il ne laisse derrière lui qu'un biscuit à la forme parfaite, une tour solitaire peinte de couleurs vives et le souvenir silencieux d'une époque révolue où le temps prenait la forme d'un simple carré de pâte dentelée. La grande usine est morte. Le biscuit, lui, tourne encore sans fin dans la machine géante et anonyme du commerce mondial.